Vous voyez ça? Ça ne dure qu'une demi-seconde. C'est plus chaud qu'un corps humain, capable même de vous brûler, et projeté bien plus vite qu'un ouragan en atteignant les 720 km/h. Et pourtant, ce n'est qu'un souffle. Le souffle d'une baleine. Beaucoup pensent qu'elle crache de l'eau, mais ce que vous êtes en train de regarder, c'est l'une des forces les plus violentes de tout l'océan. Alors pour un marin à l'âge d'or des explorations, il suffisait à faire naître une légende. Le froid vous mord les doigts. Et pourtant, sur le pont, tout semble ordinaire. La mer, elle, respire comme d'habitude. Mais à cette époque, elle ne se contentait jamais de ce qui est banal. Vous avez déjà vu ici des ondes trop larges pour appartenir à un poisson, des remous qui évoquaient des serpents géants, et parfois, dans le silence, un chant venu d'un endroit où aucun homme ne devrait entendre de voix. Plus tard, un naturaliste nommé Henry Lee consignera ces récits. Il écrira vos peurs, vos illusions, et toutes ces créatures que vous pensiez apercevoir entre la brume et le doute. Kraken, sirènes, monstres nés de nuits trop longues. Mais ce matin-là, rien de tout ça. Juste un son. Sans même vous parler, vous vous figez, tous, en même temps. Une main lâche un cordage, une phrase reste bloquée dans une bouche entrouverte. À l'horizon, rien. Rien encore. Mais ce souffle-là, ce souffle, n'appartient pas au langage habituel de la mer. Et c'est exactement ça qui vous serre la gorge. Vous avancez, pas pour voir, pour écouter. Car en mer, vous le savez, le bruit le plus important est parfois celui qui manque. Puis les premières bulles, discrètes, alignées, comme un souffle dissimulé juste sous vos pieds. Et un souffle unique, sans remous, ce n'est pas un poisson. Soudain, le souffle jaillit à bâbord, brutal, chaud, bien trop proche. Une colonne blanche s'élève, puis une pluie salée s'abat sur vous. Comme un rappel brutal, quelque chose respire, juste là, à portée de main. Vous levez votre bras pour protéger vos yeux, et dans ce geste, il y a cette hésitation que chacun partage. Personne ne parle, personne ne rit, parce que chacun imagine la même chose. Une masse immense, habituée à remuer des mers, que vos cordes n'ont jamais su nommer. Et son prochain souffle, peut-être assez puissant pour briser un flanc de navire trop curieux. Le vent tombe, le bois gémit, le monde entier retient son mouvement. Vous attendez, le second souffle, comme on atteint un éclair qui refuse de frapper. Parce qu'en mer, il suffit d'un souffle trop proche, trop chaud, trop puissant, pour transformer un matin ordinaire en légende que seuls les survivants racontent. Le calme revient, mais la crainte, elle, reste accrochée au bois humide du pont, comme un dernier avertissement. Et pourtant, ce que vous venez de voir n'avait rien de surnaturel. Pas un monstre, pas d'ombre titanesque, juste une baleine. Un géant venu respirer, mais pour vous, pour les marins du XVIe siècle, ce panache blanc, bref, chaud, fulgurant, ressemblait à quelque chose que la mer inventait pour vous avertir. Un signe, un présage, un souffle qui tenait plus du mythe que de la biologie. Alors, d'où vient vraiment ce panache ? Comment un simple souffle a-t-il pu devenir le cœur de tant de légendes ? Regardons de près ce nuage blanc, et ce qu'il racontait bien avant qu'on le comprenne. Henry Lee raconte qu'à une époque, un détail pourtant simple de la baleine terrorisait l'ensemble des marins. On parle ici de son souffle. Et attention, on ne l'appelait même pas souffle de la baleine, non. Dans les récits anciens, on faisait référence à la fontaine mouvante, le jet vivant, le geyser du néant. Imaginez-vous alors en pleine mer, sans bouquin ni science, juste l'horizon, quand soudain une colonne blanche jaillit de l'eau. À ce moment, très possible que votre première réflexion soit tournée sur quelque chose d'énorme vient de se réveiller. Parce que justement, dans les légendes scandinaves, ce souffle n'était pas celui d'une baleine, mais celui d'un serpent marin gigantesque, endormi sous la surface. Et si ce sujet vous intrigue, la vidéo précédente y est en partie consacrée. Toujours présent sur notre fameuse Carta Marina du XVIe siècle, ces jets sortent carrément de créatures avec des dents, des nageoires, des yeux, une forme presque dragonesque si vous voulez mon avis. Et là, Henry Lee nous dit un truc important. Ces monstres ne sont pas nés dans l'océan mais dans les livres. Chez Conrad Jenner par exemple, à la même époque, une baleine pouvait devenir un colosse à moustache affublé de cornes et de nageoires impossibles. Tout ça parce que quelqu'un, quelque part, avait mal interprété un souffle, un fanon ou même son ombre dans les vagues. Chez Aldrovandi, un siècle plus tard, les choses ne s'arrangent toujours pas. Une baleine croisée de nuit, avec ses cicatrices et ses parasites sur le corps, devient littéralement un démon marin. Avec Pontoppidan au XVIIIe, les baleines deviennent carrément des îles vivantes, des krakens ou des serpents marins d'une vingtaine de mètres.
tout ça décrit par de simples dos de rorqual qui sortaient et rentraient dans l'eau par segments. On n'est ici plus du tout dans le gentil géant des documentaires, mais plutôt dans l'ambiance dramatique d'Orca. Vous savez, cette baleine vengeresse qui décide de régler ses comptes avec tout un équipage. En théorie, c'était du cinéma. Parce que vous l'aviez déjà sûrement entendu, mais les signalements d'attaques en banc ont été nombreux dans les eaux espagnoles et portugaises, où des groupes d'orques sont venus taper dans les voiliers. Pas au hasard d'ailleurs, directement au niveau du gouvernail, soit la pièce la plus fragile du bateau, mais surtout la plus chère. Alors on ne sait pas encore s'il s'agit de jeu, d'une justice faite suite à une mauvaise rencontre avec des utilisateurs de la mer, ou une masterclass de stratégie marine, mais disons que si la mer se mettait un jour à s'organiser contre nous, on n'aurait pas l'air malin. Même quand la chasse à la baleine s'est développée, la confusion a continué. Parce que oui, de loin, le souffle ressemble vraiment à un jet d'eau. En réalité, c'est de l'air chaud expulsé à très haute pression. Au contact de l'air froid, il y a condensation immédiate et la fine pellicule d'eau autour de l'évent explose en micro-gouttelettes. Un phénomène plutôt simple, mais vraiment spectaculaire. Ah, petit détail réel, ça sent vraiment mauvais. Les marins parlaient de pestilence. Donc si un jour quelqu'un vous propose une fragrance du type, je vous conseille vivement de refuser. Mais attention, ici on change d'ambiance. Parce que partout ailleurs sur la planète, ce souffle n'était pas une menace, c'était un signe sacré. Dans la culture polynésienne, la baleine c'est l'ancêtre, celle qui connaît les routes invisibles de l'océan et le poumon d'un monde qui respire à travers elle. Chez les Inuits, la baleine porte les âmes, son souffle est une porte entre le visible et l'invisible. Puis au Japon, elle n'est plus un animal mais une île vivante, une présence qui maintient l'équilibre du monde marin, un gage de bénédiction à son approche mais de mauvais présages si elle disparaissait. Pourtant, malgré tout ça, je tiens à préciser ici qu'on ne parle toujours que d'un souffle. Un souffle qui va être unique à chaque espèce. Les rorquals par exemple en présentent un plutôt droit, net et précis, tandis que les cachalots ont un souffle plutôt oblique en signature instantanée de leur espèce. Vous pouvez aussi prendre l'exemple de la baleine bleue, qui va, elle, projeter plutôt un double panache colossal, pouvant avoisiner les 6 mètres de hauteur. Bon, vous l'aurez compris, une diversité telle que les chercheurs peuvent même reconnaître un individu juste à la forme de son souffle. Un petit peu comme une empreinte digitale en nuage. Et malgré la science et les explications qui en découlent, le souffle garde quelque chose qui nous dépasse, comme une aura mystique. Dans Moby Dick déjà, Melville l'appelle la fumée sacrée. Dans tous les films en général d'ailleurs, c'est le signal que la légende arrive. Mais dans la vraie vie, au lever du soleil, un simple panache dans la brume peut encore provoquer ce frisson. Vous savez, ce mélange de calme, de vertige, de respect. Ce qu'Henry Lee avait déjà bien compris à son époque. Il ne s'agissait pas d'un monstre mais d'un vivant qui respire. Mais la distance, la brume, la peur ont suffi pour faire de ce souffle un mythe. Peut-être que la vérité est là. On n'a pas besoin d'inventer des monstres. Parfois, il suffit d'un souffle pour rappeler que le monde est immense. Si vous êtes encore là, déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ces quelques légendes nous ont touchés, alors réembarquez avec nous pour les prochaines. Parce que l'océan recèle encore de nombreux mystères. Et nous serons là pour vous les raconter.